Le 14 novembre 1944, en Alsace, l'infanterie française avait échoué à 2 reprises à s'emparer de ce village. Bilan, 27 morts, 0 mètre conquis. À l'intérieur, le major allemand venait de tuer l'un de ses propres soldats pour l'empêcher de capituler. C'est alors qu'on envoya les Spahis algériens qui, en une seule journée et sans une seule perte supplémentaire, poussèrent le major à sortir de son repère, épée au poing, pour se rendre en personne au capitaine algérien qui l'avait cerné. Mais comment ces hommes ont-ils pu faire plier un officier nazi prêt à mourir plutôt que de s'avouer vaincu? Dans les forêts des Vosges, la neige enveloppe les arbres et un silence oppressant règne. Ce matin-là pourtant, un coup de feu unique le déchire. Un soldat allemand s'effondre dans la poudreuse, un drapeau blanc à la main. Il tentait de se rendre, abattu par son propre commandant. Cet homme est le major Klaus Heidemann, 38 ans, à la tête de 340 soldats allemands piégés dans Sainte-Marie-aux-Mines. Les murs des maisons sont glacés, les ruelles désertes, et le major a pris une décision inflexible. Jamais de reddition, ni pour ses troupes, ni pour lui-même. Ce refus, ce tir fratricide, va libérer une chaîne d'événements imprévus pour tous dans le village. Pour saisir ce qui suit, il faut d'abord cerner l'enjeu de ce bourg. Sainte-Marie-aux-Mines est une position clé. Si les Français s'en emparent, la voie vers le Rhin s'ouvre grande. Si les Allemands la tiennent, l'offensive française dans le secteur s'interrompt net. Chaque heure gaspillée ici coûte du sang ailleurs. Les Allemands, mitrailleuses aux fenêtres, sacs de sable dans les venelles, occupent un site redoutable. L'infanterie française régulière a lancé 2 assauts frontaux en 48 heures. Le premier a tenu 21 minutes avant d'être repoussé, le second encore moins. Résultat, 27 soldats français tués en 2 jours, des hommes avec des familles, des villages, et rien de gagné en échange. Les survivants sont vidés, visages noircis par la suie, mains agitées par le froid. Ils ont tout tenté. En vain. Au quartier général, les officiers délibèrent. Un colonel d'artillerie français tape du poing sur la table. Seul l'emploi des canons peut raser les défenses ennemies. Les maisons s'effondreront. Les civils terrés en cave trembleront. Mais la guerre est la guerre, tranche-t-il. C'est alors qu'un homme lève la main. Petit, 31 ans, voix posée, trop pour une tente de commandement. Youssef Ben Cherif, capitaine, chef du 3e escadron du 1er régiment de Spahis algérien. Il objecte au colonel. Si on bombarde, on rase les civils qu'on doit protéger. Le colonel le toise puis lâche ce que beaucoup murmurent. Les Spahis sont des cavaliers, pas de chevaux ici. Quelques rires fusent. Ben Cherif reste grave. Non, mon colonel, mais la patience, ça, on maîtrise. Youssef Ben Cherif est né à Tlemcen, en Algérie, dans une lignée de cavaliers. Son père, sous-officier durant la Grande Guerre, son grand-père avant. Dès 19 ans, il sert chez les Spahis. Il a traversé le Sahara, combattu en Tunisie sous un cagnard infernal, bivouaqué sur des rocs par moins 10 degrés. On le dit imprévisible, génial, d'un calme inquiétant sous le feu, des termes français pour qui hésite entre admiration et méfiance. Ce soir-là, seul avec les rapports des assauts manqués, Ben Cherif les décortique, les rumine, ferme les yeux, pas sur les canons ou les pertes, mais sur le major Heidemann. Comment raisonner un homme capable d'abattre les siens pour éviter la capitulation? Puis un détail saute aux yeux dans les documents. Lors de chaque attaque, les Allemands massent tout sur les axes principaux. Rues larges, routes majeures, défendues avec astuce. Mais les venelles latérales, passages étroits, sentiers entre jardins, à peine gardés, pas parce que les Allemands manquaient d'intelligence, mais parce que le major Heidemann était convaincu que nul ne saurait être assez discret, assez endurant, assez fantomatique pour s'infiltrer par ses voies dans l'obscurité et le gel. Ben Cherif dépose le rapport sur la table. Il contemple la neige qui tombe par l'ouverture de la tente. Au dehors, les arbres des Vosges se dressent au noir dans la nuit. Et pour la première fois depuis 2 jours, quelqu'un dans ce camp français songe non pas à raser le village, mais à y pénétrer en silence, sans alerter quiconque. Tel un homme du désert qui sait que la victoire ne revient pas toujours au plus bruyant. Parfois, elle récompense celui qui sait rester muet. Le lendemain matin, Ben Cherif se présente de bonne heure à la tente du commandement. Il n'a dormi que 2 ou 3 heures. Pourtant, ses yeux ne trahissent aucune lassitude, mais un projet clair. Il étale une grande carte de Sainte-Marie-aux-Mines, avec ses rues, ses bâtisses, ses jardins. D'un crayon, il dessine 3 traits, 3 itinéraires qui évitent les axes principaux, 3 sentiers sinueux longeant les maisons, glissant entre les arbres, suivant un ruisseau pris par les glaces. Ces passages ne dépassent nos pas 2 mètres de large en certains endroits. Impossible d'y engager un camion. À peine 2 hommes de front, mais parfait pour des silhouettes filant une à une dans le noir sans un bruit. Le stratagème est limpide. 3 patrouilles de 12 hommes l'une. 36 soldats au total, sans obusiers, sans grenades lancées aux jugés, sans
champs clameurs. À 2 heures du matin, ils investissent le village par ces 3 voies simultanément. Ils progressent en catimini. Ils cerneront le poste de commandement du major Heidemann au cœur du bourg, bloquant toutes ses issues. Le major s'éveillera pris au piège, non assailli, mais enveloppé. Et un homme cerné finit par raisonner autrement. Avant d'exposer ce dispositif aux officiers, Ben Cherif agit autrement. Il détache 2 éclaireurs, non pour combattre, mais pour observer. Le sergent Mokhtar Aissa, 26 ans, aux yeux perçants dans les ténèbres, et le caporal Rachid Ferra, 23 ans, aux pas inaudibles sur la neige. Ces 2 spahis servent depuis l'adolescence. Ils ont été élevés en Algérie, dans des contrées où l'on maîtrise l'art de circuler de nuit sans alarmer les chiens des samots voisins. Cette nuit du 13 novembre 1944, ils s'élancent seuls à 22 heures, armés d'un simple couteau et d'une gourde. Ils rentrent à minuit et demi, leur récit bouleverse tout. À une centaine de mètres du PC allemand trône une vieille grange de bois, sans sentinelle. Les Allemands l'ont négligée, pour eux, un vulgaire hangar, pour Ben Cherif, la pièce maîtresse de l'opération. Si ces hommes l'atteignent incognito, ils frôlent à 80 mètres le centre nerveux ennemi, à 80 mètres du major Heidemann. Le matin suivant, Ben Cherif soumet son plan au commandant de secteur. L'officier l'entend, croise les bras et refuse. Trop périlleux. Si les spahis butent, si un seul bruit alerte, Heidemann se vengera sur les civils du village. Des familles alsaciennes y vivent, des gosses terrés en cave. Un échec ne serait pas qu'un revers tactique, mais un carnage. Ben Cherif garde son calme, laisse finir son supérieur. Puis il rétorque « Mon commandant, avec l'artillerie, ces mêmes familles périront ensevelies sous les décombres. Mon projet n'assure pas la victoire, mais c'est leur unique espoir de survie. » Le commandant de secteur se tait, il scrute la carte, fixe Ben Cherif et promet de remonter le dossier. Plus haut, c'est le général de Montsaber. Il dirige la 2e armée française. Un vétéran de Tunisie, initié au Spahis, témoin des exploits de ses troupes dans l'impossible. À 23 heures, le 13 novembre 1944, le général de Montsaber examine le plan de Ben Cherif. Il repose le document, saisit son stylo et appose sa signature. Les hommes disposent de 4 heures pour se tenir prêts. Ils bandent leurs pieds dans des guenilles épaisses afin que les semelles ne cristent pas sur la neige. Ils rangent leurs casques sous la tente. Trop encombrants, trop sonores en cas de branche. Ils inspectent leurs armes, conscients qu'ils ne devront pas les utiliser. Pas cette nuit, si tout se passe au mieux. Ben Cherif leur glisse une seule phrase avant le départ. « Vous êtes des fils du désert, la nuit est votre domaine. » À 2h30, dans la nuit du 14 novembre 1944, les 36 hommes franchissent les lignes françaises. Il fait moins 4 degrés Celsius. La neige atteint 20 cm d'épaisseur dans la forêt. Les 1400 mètres jusqu'à leur objectif se franchissent dans l'obscurité, en silence absolu, un homme après l'autre. Aucune parole ne saurait rendre compte d'une telle progression. De part et d'autre, des arbres gigantesques et sombres se dressent. La neige étouffe tous les bruits hormis la respiration. Chaque soldat veille à inspirer par le nez, avec douceur pour que le panache de buée ne trahisse pas sa présence au moindre coup d'œil ennemi. Les pas se posent avec lenteur et précaution, sondant le sol dur sous la couche blanche avant d'y engager tout le poids du corps, un pas après l'autre, sur 1400 mètres. À 3h17, les 3 groupes occupent leur poste. La grange est reprise sans un murmure. Le poste de commandement du major Heidemann se trouve cerné. Les spahis ont infiltré le village, invisibles, figés, muets comme des fantômes. Puis ils patientent, car telle est leur arme maîtresse. Non les fusils, ni les grenades, mais l'attente. Laisser l'aube poindre, les Allemands ouvrir les yeux, la vérité s'insinuait peu à peu dans les esprits épuisés de ceux qui se pensaient à l'abri derrière leurs murailles. À 6 heures, avant que le soleil n'effleure les crêts des Vosges, 3 soldats allemands abandonnent sur leur poste et s'avancent vers les lignes françaises, bras en l'air, sans proférer un son. Ils ont aperçu les silhouettes nocturnes, saisi la situation, opté pour la survie. Le stratagème porte ses fruits, mais le major Heidemann n'a pas épuisé ses ressources. Ce matin-là, Sainte-Marie-aux-Mines s'éveille sous un ciel plombé et glacial. La neige a cessé de tomber durant la nuit, l'air embaume la fumée de bois et la pierre humide. Les venelles demeurent désertes. Pourtant, derrière chaque vitre, chaque paroi, des regards guettent, des Allemands encore ignorants de ce qui s'est tramé pendant leur sommeil. Ben Cherif dépêche un émissaire.
Un jeune Français germanophone, crayon glissé derrière l'oreille, une feuille en main, s'avance solitaire jusqu'à la grande porte du PC ennemi et y fait passer le message. Les termes sont brefs en allemand. « Air Major, vous êtes investis. Vos troupes l'ont compris. Rendez-vous et elles seront épargnées. » Pendant 2 minutes, le silence règne. Puis 3 détonations résonnent dans l'air frisqué, tiré vers le haut. Point de réponse mesurée, mais un éclat de fureur. Le major Heidemann persiste dans le refus. Pourtant, l'ambiance a basculé. Ces hommes ont discerné les Spahis dans les ténèbres. Ils mesurent l'encerclement total. Au sein des rangs allemands, une brèche muette s'élargit. Les heures suivantes muent le bourg en un lieu irréel. Nulle fusillade, nulle déflagration, seul un statu quo, Spahis immobiles à leur poste, Allemands figés dans l'incertitude. L'atmosphère pèse. Dans une maison réquisitionnée, des voix s'enflamment, des querelles en allemand perçant les cloisons. L'un sanglote, un autre vocifère, avant qu'une clameur nette et puissante ne fuse dans la ruelle glacée. Les Spahis perçoivent tout depuis la grange. Ben Chérif écoute, impassible. À 11 heures, une porte pivote, puis une autre, puis une de plus. Les soldats émergent, mains levées, traits tirés, tenus chiffonnés par l'insomnie. Ils ne fuient point, ils avancent posément, tels des hommes ayant tranché un destin majeur, libérés de la crainte une fois le choix acté. Un sergent allemand dépose son arme dans la neige avec une délicatesse presque tendre, comme un objet cher. 187 Allemands capitulent ce matin-là en moins de 4 heures, sans perte française supplémentaire. Les 2 assauts frontaux des 48 heures passées avaient coûté 20 vies et forcé aucune brèche. Une unique nuit de patience spahie venait de démanteler plus de la moitié du bataillon. Mais le major Heidemann n'est point du lot. Avec 40 à 50 fidèles, il s'est barricadé dans l'église du village. Ses murs massifs, ses étroites fenêtres en hauteur, sa porte massive en chêne en font un bastion solide et il en a conscience. Un billet émanant de l'église, porté par un homme agitant un lambeau blanc à une fenêtre basse, est laconique et glacial. « Je mourrai ici pour le Führer et pour l'Allemagne. » Les officiers français évoquent aussitôt l'assaut. L'édifice est accessible. Avec assez d'hommes et grenades, la porte cède en minutes. Mais Ben Chérif impose la pause. Non, il exige un mutisme absolu autour de l'église. Pas un coup de feu, pas une menace, pas un appel. Il détache une équipe pour sectionner les câbles reliant le PC du major aux autres unités allemandes de la zone. Heidemann se retrouve isolé du reste du monde. Impossible pour lui d'appeler du secours, de recevoir des instructions ou de savoir ce qui se trame au dehors. Il est piégé avec ses troupes dans une église glaciale. Et voilà que Ben Chérif accomplisse l'inattendu. Il sélectionne 10 prisonniers allemands fraîchement capturés. Il leur distribue leur pitance quotidienne. Du pain, de l'eau, un morceau de fromage. Sans un mot, juste la nourriture remise en main propre. Puis il les escorte jusqu'à l'entrée de l'église et leur confie un message oral, une unique phrase à transmettre au major Heidemann. « Regardez ceux qui vous maintiennent en vie. » Les 10 hommes pénètrent dans l'édifice. La porte se claque, le mutisme retombe. Dehors, les Spahis patientent toujours. Le froid leur pince les joues. La fumée s'élève des cheminées des maisons voisines où des civils alsaciens cloîtrés depuis 2 jours osent enfin remuer avec précaution. Un gamin observe depuis une fenêtre du premier étage, les yeux écarquillés. Il contemple ces silhouettes en burnous, sombres et figées dans la neige, sans encore saisir ce qu'il a sous les yeux. Des années plus tard, l'un de ces soldats allemands, relâchés ce matin-là, évoquera ce instant dans un récit poignant. Quand nous avons rapporté au major que ces Algériens nous avaient offert du pain et de l'eau, un déclic s'est produit dans l'église. À 16h40, le 14 novembre 1944, la massive porte en bois de chêne de l'église pivote avec lenteur. Le major Klaus Heidemann émerge en tête, raide comme un i, épaules rejetées en arrière, sabre au ceinturon. Il s'avance seul vers le capitaine Ben Chérif. Il s'immobilise, muet, dégaine son épée, la présente à 2 mains et attend. Le village est préservé, aucun civil touché. La voie vers le Rhin est libre des heures, avant le calendrier prévu par l'état-major, sauvant ainsi des dizaines de vies sur d'autres axes, dans d'autres bourgs. Tout cela parce qu'un officier avait opté pour le silence face au canon, pour le pain contre la grenade. Lorsque la porte s'éclose sur le dernier Allemand, bien plus qu'une escarmouche prenait fin. Sainte-Marie-aux-Mines tenait toujours debout. Son mur penché restait debout. Ses résidents étaient sains et saufs, et ceux qui avaient permis cet exploit regagnaient leur tente la neige aux chevilles, pieds toujours gainés de chiffon, sans un bruit,
comme à leur arrivée. Les jours suivants, les bulletins du 2e corps d'armée français circulent entre officiers. Ils qualifient l'action de Ben Cherif d'une manière précise, la manœuvre d'asphyxie morale. Formule rare dans les doctrines de l'époque, mais limpide pour qui la lit, non pas broyer l'adversaire par la violence, mais l'étouffer sous le poids du réel, lui démontrer pas à pas l'impasse de sa situation jusqu'à ce que son esprit accepte ce que ses jambes nient encore. Cette idée ne s'évapore pas avec la paix. Dans les années 1950, ces principes s'insinuent dans les entraînements militaires français, sans nommer Ben Cherif, sans évoquer les spahis algériens, juste le concept brut, anonyme, comme surgi du néant. En janvier 1945, 2 mois après la nuit de Sainte-Marie-aux-Mines, Youssef Ben Cherif est décoré de la Croix de guerre avec palme. La remise est brève. D'autres séraux à honorer ce jour, d'autres combats à condenser en formules protocolaires. Ben Cherif empoche sa breloque, serre des mains, rejoint son unité. Promu commandant peu après, la guerre traîne jusqu'en mai 1945 et il combat jusqu'au dernier souffle. Puis tout s'achève. Les troupes rentrent. Ben Cherif regagne l'Algérie. À 32 ans, il a traversé déserts, forêts enneigées, hameaux embrasés. Il a protégé des vies françaises, civiles, ennemies. Une médaille sous sa chemise. Mais en Algérie, de 1945, un homme tel que lui n'obtient pas les mêmes droits qu'un poilu de Paris ou de Lyon. Les engagements envers les combattants nord-africains, égalité, citoyenneté pleine, reconnaissance, demeurent des promesses coloniales inconfortables et vide. Son nom n'orne aucun manuel scolaire français, pas plus que ceux de ces hommes. Des centaines de milliers de soldats algériens, tunisiens, marocains, sénégalais avaient pourtant servi sous la bannière tricolore durant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient débarqué en Italie, pris part à la libération de Rome, traversé la Provence et avancé jusqu'au Rhin. Et tandis que la liesse battait son plein, que les rues de Paris débordèrent de fleurs et de musique, nombre d'entre eux regagnaient des terres où on leur intimait le silence et l'attente. Attendre quoi précisément? Nul ne le précisait. Du côté opposé, le major Klaus Heidemann sort des camps de prisonniers en 1947. Il regagne Munich, sa ville en ruine, son pays dévasté et une ère qui l'oblige à tout rebâtir de zéro. Il évoque rarement la guerre. Pourtant, dans les années 1980, des archives allemandes dévoilent des mémoires manuscrites, une trentaine de pages dans un modeste cahier. Parmi elles, une phrase que retiennent les historiens, « Je n'ai pas été vaincu par des armes. Ils étaient vaincus par des hommes qui savaient ce que j'avais oublié. Pourquoi poursuivre la vie ?» Une formule énigmatique, d'autant plus que cet homme avait abattu l'un de ses propres soldats pour l'empêcher de capituler. Mais c'est peut-être cet acte qui lui permit de saisir pleinement ce qu'il avait détruit. Non la crainte, non la faim. 10 hommes qui revenaient vers lui, offrant pain et eau. Des adversaires qui, ayant le pouvoir de le blesser, s'en abstenaient. De cela, il ne savait que faire. En 2017, Emmanuel Macron a publiquement admis la dette de la France envers ses troupes coloniales. Il a reconnu que ses combattants avaient servi une nation qui ne leur avait pas toujours rendu justice. Une avancée notable. Mais pour Ben Cherif, pour le sergent Mokhtar Aïza, pour le caporal Rachid Ferhat, pour tous ceux qui avancèrent dans la neige des Vosges cette nuit de novembre 1944 à Sainte-Marie-aux-Mines, cette justice arrive 80 ans en retard. Ils ne sont plus là pour l'entendre et c'est sans doute là la morale profonde de ce récit. Non la stratégie guerrière, non les statistiques, non même le cran de ces soldats dans la forêt gelée. La leçon véritable réside dans nos choix, ce que l'on célèbre, ce que l'on efface. Une tactique perdure dans les ouvrages sans nom de son inventeur. Un bourg alsacien tient toujours debout sans que ses résidents connaissent précisément leur sauveur. Et une médaille, oubliée au fond d'un tiroir quelque part en Algérie, reste muette. Ce que les spahis algériens ont accompli face à un major allemand inflexible, c'était opter pour la vie alors que tout les autorisait à tout anéantir. Au cœur d'un conflit qui avait fauché des dizaines de millions d'âmes, en ce novembre hivernal, dans un village obscur pour la plupart, 36 hommes ont démontré une vérité à la fois évidente et ardue. La force suprême ne fracasse pas les remparts. Elle révèle à un homme, sans un mot, qu'une raison de persévérer existe encore. Et cette puissance-là n'a ni médaille, ni stèle. Elle se niche dans un cahier griffonné par un ancien faux, une grange déserte d'un hameau alsacien et l'écho de pas feutrés dans la neige,